Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du Tour de la Communauté de Valence. Après un contre-la-montre par équipe, on passait à la première étape en ligne avec un énorme morceau aujourd'hui. C'était presque l'étape reine de ce Tour de la Communauté de Valence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et vous pouvez également, si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui, c'était l'étape reine de ce Tour de la Communauté de Valence, c'est-à-dire une étape extrêmement difficile, notamment dans le final, avec cette montée qui était prévue vers le Benifato Front des Partegat, une montée qui n'avait jamais été empruntée par cette course, ni par la Vuelta, donc une montée inédite. Et autant vous dire que cette montée, je pense qu'on va la revoir parce que le dernier kilomètre avec les 7 épingles, c'est douloureux. Et il y a des bons forts pourcentages sur la fin, donc ça ne m'étonnerait pas que cette côte, on la revoie dans les années à venir sur des grosses courses. Parce que là, j'ai envie de dire qu'en termes de supporters, elle m'a fait de l'œil. J'ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Et pourtant, on est sur une course de début de saison avec un plateau qui n'est pas du tout homogène. On regarde tout de suite le résumé de cette étape et ça commençait assez vite. Après 5-6 km de course avec l'échappée du jour qui sortait en plusieurs temps. On avait déjà un premier groupe qui se formait avec Zoccarato, avec de la Polti, avec Fernandez de la Burgos et puis Quentin Béza de la Bazin, accompagné de Lioneras de l'équipe Il Baléa. Sauf que derrière, on va avoir un petit groupe qui va se former avec Kopečky, avec un coureur de la Bardiani Roras et également Dyke Moore. Dyke Moore va être lâché par les deux concurrents et Lioneras, lui, sera lâché par le groupe numéro 1. Ce qui fait qu'on se retrouve au final avec une échappée de 5 coureurs, Zoccarato, Fernandez, Béza, Kopečky et Roras. Très vite, l'échappée prend de l'avance, la Lidl contrôle, mais sans forcément mettre beaucoup d'intention. Je rappelle que du côté de la Lidl, on n'avait pas forcément ce matin, on va dire, beaucoup d'ambition, et pourtant, un coureur fera une belle performance en fin de journée. Du côté de la Lidl, on contrôle et à 94 km de l'arrivée, l'écart est aux alentours des 4 minutes. L'écart monte même à 4,30 à 68 km de l'arrivée. Dans les 50 derniers kilomètres, on a encore une avance de 3 minutes 45, mais c'est à partir de ce moment-là que le peloton va accélérer fortement, notamment emmené par la UAE qui va faire un énorme travail et à peine 15 km après, l'écart n'est plus que d'une trentaine de secondes pour les coureurs échappés. Dans le col de Rate, Kopečky et Fernandez vont s'échapper à deux, mais ça ne suffira pas. Ils seront repris ensuite par le peloton. À 26 km de l'arrivée, c'est UAE qui roule extrêmement fort. Et puis, le rythme va se calmer. Et à ce moment-là, on va avoir une attaque de Tobias Foss à 17 km d'arrivée. Attaque qui va prendre assez vite un petit peu de champ, on va prendre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, et à ce moment-là, chez UAE, on a Sivakov qui roule, Sivakov a décidé d'attaquer, mais va un peu arrêter sa tentative, enfin voilà, chez UAE, on n'a pas forcément, on a l'impression de grosse stratégie, et on va avoir un petit groupe qui va se former en contre avec Pello Bilbao et Ivan Romeo, jeune coureur espagnol, champion du monde du contre-la-montre espoir. Ces deux hommes vont s'allier et vont retrouver Tobias Foss à moins de 7 km de l'arrivée. À ce moment-là, l'écart
passe au-delà des 30 secondes. On aura même 37 secondes à 4 km 500 de l'arrivée. Devant, Bilbao emmène, on perd assez vite Tobias Foss à 3 km 200 de l'arrivée qui craque. De l'autre côté, on a un moment McNulty qui roule, puis Almeida, mais chez UAE, il n'y a pas de stratégie aujourd'hui. À 1 km 6, comme le rythme est certes élevé, mais on n'a pas vraiment de stratégie du côté du AE, eh bien on s'aperçoit qu'on a toujours le maillot jaune. Matthias Vachek est toujours là, et autant vous dire que c'est pas une bonne nouvelle pour le classement général, parce que s'il est toujours là, ça veut dire qu'il est capable de garder une minute, et de perdre qu'une minute, et comme il avait une minute d'avance, c'est plutôt la bonne opération pour nous. Alors à 1 km 6, Vachek va craquer, et grosse attaque de Buitrago, qui va lâcher Cepeda et Almeida à 600 mètres de l'arrivée, qui part seul, reprendre son coéquipier Bilbao, qui avait réussi à s'isoler en tête de course car il avait lâché également Ivan Romeo. Et à la fin, eh bien, on va avoir la victoire de Buitrago devant Bilbao, Almeida, Cepeda. Timen Arensman, le coureur néerlandais, prend la 5e place. Premier français, Lenny Martinez, dans le top 10 aujourd'hui de cette journée. Fin d'étape marquée, alors on a eu une voiture qui a marqué l'étoile de Bessèges avec, en plus je viens de l'apprendre, parce que je ne le savais pas, mais abandon de Van Gils à cause de cette voiture. Du côté de l'étoile de Bessèges, donc bien au niveau de la sécurité. Alors là, c'est à l'arrivée que c'était le bordel, parce qu'il y a une moto qui est tombée, et ce qui fait que ça a fait un bazar monumental sur la ligne d'arrivée. C'est peut-être pour ça qu'on a, pour tout vous dire, des problèmes avec les classements. Pour le moment, on n'a pas le classement général. Il y a encore beaucoup de classements qui manquent sur ce Tour de la Communauté de Valence, parce qu'il y a peut-être des réclamations à droite, à gauche, à cause de cette moto qui est tombée, et certains coureurs considèrent qu'ils sont arrivés 2-3 secondes avant. Donc il y a peut-être des réclamations à droite, à gauche, et on est peut-être en train de récupérer tout ça du côté de la direction de course. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top de cette étape. Attaque de Marlou! Du côté de cette étape, les coureurs top, bien entendu, Buitrago. Buitrago, il est toujours très bon dans ce type d'arrivée. On en souvient l'an dernier sur Paris-Nice. C'est même plutôt avant, il était bon que dans ce type d'arrivée-là. C'est-à-dire type flèche wallonne, en fait. Des montées courtes avec beaucoup de pourcentage, des montées pour les punchers. C'est vrai que sur le dernier Tour de France, il a été bon également sur des montées plus longues, ce qui lui a permis de rentrer dans le top 2 du général, en faisant notamment un bon contre-la-montre finale du côté de Nice. Buitrago, c'est vraiment l'un des coureurs, je trouve, du côté de la montagne en devenir. On parle beaucoup, bien entendu, de Remco Evenepoel, ça c'est clair et net, mais c'est déjà plus un coureur en devenir. De cette génération-là, je trouve que Buitrago est l'un des coureurs les plus prometteurs derrière Remco, parce que Buitrago, il a 24, je crois, de tête. Je crois qu'il a 24 ans. Et ça fait donc 25 même. C'est quand même un coureur qui est très bon, déjà. Il a déjà eu des résultats, notamment 2 victoires d'étape sur le Tour d'Italie. Mais je trouve que maintenant, il arrive à être régulier. Ce qu'on pouvait lui reprocher avant, c'était peut-être un manque de régularité. C'est vrai que depuis 2023, c'est un coureur qui est très régulier aux avant-postes. Et dès qu'il est en course, c'est un coureur dangereux. Ça ne m'étonnerait pas cette année que Buitrago rentre peut-être dans le top 30, top 25 des meilleurs coureurs de l'année, parce qu'il en a les capacités, parce qu'il en a la force, et parce qu'il est en plus performant sur beaucoup de terrains, ce qui lui permet de marquer des gros points. C'est vrai qu'il est à la fois performant sur les épreuves de montagne, sur les courses d'une semaine, il n'est pas mauvais sur le contre-la-montre. En parlant du contre-la-montre et de la Colombie, Egan Bernal a remporté le championnat de Colombie. C'est sa première victoire depuis le Giro, depuis sa victoire sur le Giro, donc c'est assez incroyable, donc depuis sa chute. Et puis Buitrago, là, début de saison parfait. Communauté de Valenciana, 4e, bon chrono par équipe hier, 7e du côté de la Bahreïn, mais ça n'était pas forcément la meilleure équipe pour cet exercice-là, j'en avais parlé, et en plus ils avaient assez peu perdu au final sur Ineos. Et là aujourd'hui, victoire, donc c'est quand même pas mal du tout du côté de Buitrago. Le problème,
c'est qu'il est toujours pas en tête du général. Là, il va falloir cravacher encore demain. Mais demain, le dernier kilomètre est en bosse, le dernier kilomètre et demi. Donc, normalement, on peut encore faire des écarts et on peut aller chercher Vachek. Mais il ne faudra pas se rater. Voilà, il ne faudra pas attendre la fin de course. Alors, par contre, je ne suis pas sûr que Bilbao est énormément apprécié. Mais en même temps, il y avait le classement général à jouer pour Buitrago, donc il était un petit peu obligé d'attaquer. Mais il a eu de la chance quand même, il ne s'est pas raté. Parce que, imaginons, il se rate, il attaque et il est suivi par Almeida et Almada le contre. C'est vrai que du côté de Bahreïn, on l'aurait eu mauvaise aujourd'hui. Ce soir, l'avantage, c'est qu'il a réussi à faire le travail parfaitement. Ça me rappelle une année Simon Yates qui avait fait ça à Trentin sur le Tour de France, qui avait été recherché Trentin, qui avait un petit peu d'avance pour aller gagner l'étape. Là, j'avais dit, ce jour-là, fallait pas se rater parce que sinon, on était un petit peu dans la merde avec Matteo Trentin. Il l'aurait pas très bien pris, le coureur italien. On poursuit du côté des coureurs top. Alors déjà, j'ai oublié de dire, mais la Bahreïn, très belle journée aussi collective de la Bahreïn. Avec Martinez qui fait 9 aujourd'hui, Bilbao qui fait 2, donc pour le classement par équipe, c'est parfait. Et puis Jack Haig, même Jack Haig n'a pas été mauvais, il est 18e aujourd'hui. Donc voilà, ça a été une très très bonne journée du côté de la Bahreïn. Il n'y a pas que la Movistar qui a fait une belle étape aujourd'hui. On poursuit avec un deuxième coureur top, c'est Cepeda. Là aussi, du côté de la Movistar, les recrues ont été performantes. Cepeda, Romeo, Castrillo, 3 recrues qui viennent d'arriver dans l'équipe. L'intégration s'est bien passée. Ça veut dire également, ce qui va être intéressant au niveau de l'équipe et au niveau des points UCI, c'est que ça ne repose plus seulement sur notre ami Enric Mas. C'est vrai que l'an dernier, il y avait eu Lascano, mais les points UCI et la dynamique de l'équipe, c'était Enric Mas qui l'emmenait. Et il était un peu esselé quand même, Enric Mas. Depuis, surtout le départ à la retraite d'Alejandro Valverde, les départs aussi de Izaguirre par exemple, il était un peu seul pour emmener les points de l'équipe et pour tracter cette équipe. Et là, il y a ces petits jeunes, Cepeda, Romeo, Castrillo, ça va marquer des points. Et surtout aujourd'hui, Cepeda très très bon, parce qu'il tient Almeida quasiment jusqu'à la fin et s'écroule vraiment seulement dans les 200-300 derniers mètres. Romeo, pour un coureur qui est plutôt rouleur, il m'a impressionné. Moi, j'avais jamais vu aussi performant sur un parcours vallonné comme ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, comme pour Vachek, les deux, je les ai trouvés très très bons aujourd'hui, et c'est vrai que ça donne de nouvelles perspectives à sa carrière quand on arrive à passer des bosses de ce type-là. Surtout qu'on peut se dire que lui, étant plutôt rouleur de contre-la-montre, c'était un effort presque court, violent, pas forcément dans ses habitudes. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner sur des cols plus longs du côté d'Ivan Romeo. Castrillo, un peu moins bon qu'hier, mais ça montre qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Comme je dis souvent, on est encore sur des périodes de l'année où on peut être très bien un jour, un peu moins bien un autre jour. C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé du côté de Castrillo. Il est quand même 11e de l'étape, le classement préféré de Thibaut Pinot et de Tony Galopin, le fameux top 11 de la journée. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il y a une vidéo où c'est Thibaut Pinot qui se fout de la gueule de Tony Galopin qui avait fait 11e de la Vuelta et qui avait dit je fais top 11, et Pinot s'était un peu foutu de sa gueule au championnat du monde à Innsbruck. Donc c'est une belle journée du côté de la Movistar aussi, et surtout ça montre bien que les jeunes se sont tout de suite très très bien intégrés à l'effectif. Après on est sur 3 coureurs, Romeo, Castrillo et Cepeda, qui sont des coureurs intéressants, et surtout Cepeda courait en Espagne. On est sur des coureurs qui sont hispaniques, et c'est vrai que c'est un peu le souci de cette équipe. Non, j'ai dit une bêtise parce qu'il était déjà chez Movistar l'an dernier, Romeo. Une petite bêtise. Mais pour les deux autres, ils viennent d'arriver chez Movistar, donc ça s'est plutôt bien passé. J'avais oublié que Romeo l'an dernier, il était déjà chez Movistar. Voilà, j'avais oublié. C'est erreur de ma part, voilà. Mais je l'avais peu vu Romeo l'an dernier. C'est vrai que je regarde les courses. Les boucles de la Mayenne, moi je les ai pas vues. Le Tour de Belgique, je l'ai pas vu. Burgos, j'ai pas vu non plus. Donc il était sur beaucoup de courses que je n'ai pas vues, à part les championnats du monde espoir du côté du coureur espagnol. On termine avec un dernier coureur top, même deux derniers coureurs top. Je commence déjà avec Vachek.
bah, là aussi, hein. Alors Vachek, je l'avais déjà vu, mais sur des bosses beaucoup moins pentus. Vachek, ça reste quand même un grand gabarit, hein. 1,88, 75 kg. Donc c'est pas vraiment le gabarit idéal du puncher, hein, on va pas se mentir. C'est plutôt le gabarit idéal pour pour un spécialiste des courses flamandes ou pour un rouleur. On n'est pas vraiment sur le physique habituel du grimpeur. Là, très très bon aujourd'hui. Là aussi, ça va peut-être donner des idées sur la suite de sa carrière à Mathias Vachek. Est-ce qu'on va pas plutôt aller également un petit peu sur de la montagne? Mais là, aujourd'hui, il a été très très bon. Donc, assez impressionnant, Mathias Vachek. Et ça veut dire qu'il a de nouvelles cordes à son arc. Et ça sera intéressant à suivre, vraiment. Coureur qui fera notamment les classiques flandriennes. Mais vu comment il a passé les bosses aujourd'hui, ça veut dire que sur des classiques flandriennes, il peut très bien s'en sortir. Il faudra le regarder, notamment dès le Het Nieuwsblad en tout début de saison. Ça sera dans un mois, moins d'un mois, le Het Nieuwsblad, la reprise des classiques flamandes. Et puis il sera également du côté du Portugal. J'ai eu un petit rototo, je m'en excuse. Du côté du Tour de l'Algarve, notamment de la Figueira Champions Classic. Ça sera dans 10 jours, cette épreuve-là. Donc ça doit être un mardi, je crois, la Figueira Champions Classic. Un mardi ou un lundi. On poursuit du côté des coureurs top. Après la belle perf de Vachek, eh bien Sosa également. Alors est-ce qu'on a retrouvé Ivan Sosa ou est-ce que c'est que le coup d'un jour du côté d'Ivan Sosa? Mais une belle 6e place aujourd'hui, juste derrière Arensman, devant McNulty, devant Lenny Martinez, devant Carlos Rodriguez, du côté d'Ivan Sosa qui a fait un très bon dernier kilomètre parce qu'il a réussi à pas mal revenir sur Thymen Arensman. Donc on verra du côté de la Kern Pharma. Moi je pense que c'est un bon choix du côté de la Kern Pharma d'aller les recruter, mais du côté d'Ivan Sosa également d'aller dans une équipe plus petite avec peut-être moins de pression sur les épaules, sur des courses peut-être un peu plus faibles, mais où il pourra s'exprimer pleinement et avec un statut de leader, ce qui lui manquait quand même chez Movistar et chez Neos sur ces dernières années. Donc ça va peut-être lui faire du bien. Voilà, Ivan Sosa, on en avait parlé notamment lors de la présentation de la Kern Pharma, vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Il y a également une présentation de Euskaltel Euskadi. Voilà, du côté du Pays Basque. On m'a dit, je crois qu'il fallait prononcer de cette manière-là. Vous savez que moi et l'espagnol, c'est ma spécialité. J'ai fait allemand, LV2, j'ai pas fait espagnol. Donc, sur les prononciations, déjà que j'ai du mal avec l'allemand de temps en temps, ça c'est pour le mec qui m'a remarqué à chaque fois au house avec des vidéos. Je prononce toujours correctement. La seule différence, c'est que je ne fais pas le H aspiré, mais qui est pas forcément très fluide quand je le fais. Si je fais Bauhaus, c'est pas très fluide, c'est pas très propre. C'est comme Vingegaard, je fais pas Vingegaard à chaque fois parce que c'est pas très fluide et c'est difficile de le dire rapidement. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous compreniez le message. Et quand je dis Vingegaard, vous comprenez bien de quel coureur je parle. Quand je dis Bauhaus, vous comprenez bien également de quel coureur je parle aussi. Et je prononce mieux que 90% des commentateurs français. Parce que sur les noms allemands, les umlaut les trémas en français, et ce genre de choses, souvent, ça fait un petit peu mal à l'oreille, je peux vous dire. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, eh bien, je commence avec Vlasov. Ouais, pas foufou aujourd'hui. Vlasov, il était déjà à la peine assez vite dans cette montée parce qu'il était dans les dernières positions. Piganzoli lui dira pas merci non plus parce que il s'est pris une cassure et je pense qu'il est jamais revenu dans le groupe de tête en partie à cause de ça, mais c'est vrai que ça lui a coûté un petit peu de temps à Piganzoli. Mais Vlasov, pas dans un grand jour. Alors c'est surprenant parce que Vlasov et le Tour de la Communauté de Valence, c'est souvent une course où il était performant. Donc c'est souvent une course qu'il aime bien. Vlasov, il l'a même remporté, ce Tour de la Communauté de Valence. Ou il avait fait 2, je sais plus, je crois qu'il l'avait gagné. Mais c'est une course où il a toujours été efficace, Alexandre Vlasov. Et là, ouais, pas dans une grande journée. Voilà, le Russe qui n'a pas réussi à être vraiment efficace. Oui, voilà, il l'avait remporté en 2022, ce Tour de la Communauté de Valence. J'ai des bons souvenirs de temps en temps.
Mais l'an dernier, il avait été efficace sur cette course. Il avait fini 3e. Parce que je me souviens, vu que j'ai fait la miniature de la présentation avec cette course-là. Et puis, en 2023, il avait fait 5. Donc, voilà. Et en 2021, il ne l'avait peut-être pas fait parce qu'elle était un peu, c'était un peu différent. Mais sur le Tour de la Provence, il avait fait 10e. Et à l'époque, il était moins efficace quand il était chez Astana. Et en 2020, bon, on va pas faire chaque année, mais en 2020, oui, il avait été bon aussi en début de saison. Hein. Il avait fait 2e du Tour de la Provence à l'époque en remportant l'étape de la Ciotat et 3e de la route d'Occitanie. Donc c'est normalement un coureur qui est efficace sur ses premières parties de saison. Et là, pas dans le coup. Je pense même qu'il était plus leader que Jane Lay. Ça a peut-être même un petit peu surpris Jane Lay de le voir distancer Vlasov. Mais il finit loin aujourd'hui, hein, 1,55, c'est-à-dire qu'il finit à 20 secondes d'un Jack Haig, plus de 20 secondes d'un Jack Haig, à 40 secondes. Plus de 40 secondes même d'un O'Connor. Vachek lui colle quand même quasiment 1 minute dans la vue. Martinez pareil, plus d'1 minute dans la vue. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal au moral. En fait, dans les leaders du général, à part Lutsenko, mais qui n'était quand même pas un leader numéro 1, ça faisait plutôt partie des outsiders. Et peut-être Milan Vader, également le coureur de la Q36, mais qui n'était pas leader non plus numéro 1. Eh bien, c'est plutôt l'un des plus mauvais de la journée. Donc c'est pas très bien pour le coureur russe. On poursuit avec une équipe UAE. J'ai pas compris leur stratégie aujourd'hui. Hein. Ça m'a rappelé la Vuelta l'an dernier. Je sais pas si vous vous souvenez de la première arrivée en boss de la Vuelta l'an dernier. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que tous les UAE roulaient chacun pour soi, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie d'équipe. On avait vu Sivakov, on avait vu Adam Yates, on avait vu Almeida, mais il n'y avait pas de stratégie d'équipe. J'ai eu la même impression aujourd'hui. Je me suis dit, d'un coup il y a Sivakov, après il y a McNulty, après il y a Almeida. Vous n'auriez pas pu vous allier un petit peu pour faire un tempo, surtout quand on connaît Almeida aime avoir des tempos. Enfin voilà, mais l'attaque de Sivakov par exemple, elle n'était pas très intéressante aujourd'hui. Donc je me dis, il y a eu quand même un problème en termes de stratégie du côté de cette formation parce que ils n'ont pas su être efficaces, le rythme n'était pas bon. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas lâché Vachek, c'est que UAE, qui pourtant a fait un gros tempo à partir de 50, dans les 50 derniers kilomètres, dans le final, dans les 15 derniers, c'était beaucoup moins ça du côté de la UAE. Et ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans la voiture, il n'y avait pas de directeur sportif aujourd'hui. C'est rare quand même que la UAE se plante. Ça n'arrive jamais quand il y a Pogacar. Ça arrive un peu plus souvent quand il n'est pas là. Mais là, quand même, gros plantage, je trouve, aujourd'hui. Alors, je dis pas que Buitrago aurait pas gagné. Buitrago était très fort aujourd'hui. Mais je me dis, bon, Almeida, il aurait pu reprendre Bilbao. Et peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait un suffisamment gros tempo avant qu'il n'a pas pu le faire. Alors, est-ce que c'était prévu dès le matin dans le briefing de se dire, bon, cette course-là est une course de préparation et pas une course où on a forcément l'envie d'avoir un résultat. Donc chacun, vous allez vous tester sur cette étape. C'est peut-être ce qui a été pris comme décision ce matin, mais il n'y avait pas de collectif aujourd'hui. Voilà, du côté de cette équipe, c'est-à-dire que c'est un petit peu dans tous les sens. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu de collectif, qu'on ait quelque chose un peu plus cohérent, parce qu'on a fait quand même rouler des mecs pour à la fin ne pas être en capacité de s'entendre et c'est toujours un petit peu décevant quand vous avez des équipiers qui se mettent à 100% et que derrière les leaders n'arrivent pas à s'entendre les uns avec les autres. Après, encore une fois, c'était peut-être une stratégie d'équipe, encore une fois, de se dire aujourd'hui l'idée est de se tester et pas forcément de faire un résultat. L'objectif final sur cette course, c'est peut-être plus d'obtenir des informations sur où on en est en termes d'état de forme plutôt que de faire un résultat au classement général. Mais c'est la seule explication que j'ai trouvée sur cette stratégie de course qui n'avait pas beaucoup de sens du côté de la UAE. Avoir d'un côté Sivakov qui attaque, de l'autre côté McNulty, de l'autre côté Almeida à la fin qui est quand même le meilleur mais qui se retrouve isolé. Bon, voilà, il y avait peut-être, je pense qu'il y avait bien mieux
à faire en termes de stratégie. Et puis Ben O'Connor, pour terminer. Oui, très discret, hein, Ben O'Connor. Alors, autant hier, le contre-la-montre avait été réussi pour moi du côté de cette formation. Hein, c'est vrai, ils avaient notamment mis 5-6 secondes à Ineos. Ils étaient devant la UAE, à part Lidl qui était largement devant, mais ils avaient fait un bon contre-la-montre. Autant là, pour moi, ça a été moins bon hein, du côté de Ben O'Connor. Quasiment invisible hein, sur toute la montée. C'est vraiment à la fin où je me suis dit, il a quand même perdu du temps aujourd'hui. Il finit avec Jane Lem, encore une fois Jane Lem qui pour moi avait plus un rôle d'équipier pour Vlasov. Et il finit quand même à 1:11, c'est-à-dire que il finit, si on regarde par rapport à Lenny Martinez finit à 39 secondes. Donc il finit à 30 secondes de Martinez. 32 secondes de Martinez. Ça fait un petit peu loin à la régulière. Après, Ben O'Connor, il a fini sur la Vuelta, même sur les championnats du monde, où il a été très bon sur les championnats du monde. Voilà, il y a peut-être un petit peu de fatigue et du mal à repartir sur une nouvelle saison. Comme je le dis souvent, on l'a vu notamment l'an dernier avec Sepp Kuss, quand vous faites une grande année et que vous courez quand même longtemps, parce que Ben O'Connor a quand même pas mal couru en 2024, parfois l'année d'après c'est difficile de repartir. On l'a vu avec Sepp Kuss, grosse saison 2023, 2024 bien plus compliqué. Et bien c'est peut-être ce qui va arriver à Ben O'Connor. Je ne l'espère pas pour lui, je ne l'espère pas également pour sa formation qui mise beaucoup sur lui, mais c'est une question qu'on peut se poser ce soir. Allez, on regarde tout de suite les différents classements du côté de cette étape. Du côté du classement de cette journée, Buitrago vainqueur devant Bilbao, Almeida, Cepeda et Arensman. Lenny Martinez 9e, premier français. Et donc Ben O'Connor, Sivakov qui finit juste devant Tobias Foss. Hein, en passant, vous savez que Vlasov finit derrière Tobias Foss aujourd'hui. C'est pour vous montrer que vraiment les jambes n'étaient pas bonnes. Du côté du classement général, Vachek reste leader avec 2 petites secondes d'avance sur Almeida devant Buitrago et Pello Bilbao. Du côté de ce classement, vous avez également McNulty et Rodriguez. Du côté du classement du maillot vert, Buitrago est en tête devant Bilbao et Almeida. Du côté du maillot à pois, c'est Buitrago qui est en tête devant Bilbao et Kopecky qui était dans l'échappée. Vous avez le classement du maillot blanc avec Vachek qui a 30 secondes d'avance sur Rodriguez et 48 sur Romeo. Et puis Clément Aleno qui est dans le top 10 du côté de ce classement des meilleurs jeunes à 5 minutes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Bahrain Victorious qui a fait une très belle étape devant la UAE, la Movistar Ineos 4. Pardon, j'ai eu encore un rototo. La Cairn Pharma 5e. On va regarder tout de suite le profil de demain. Alors, il faut savoir que j'ai déjà enregistré cette partie-là il y a quelques minutes, on va dire, mais le classement n'était pas encore à jour. Le classement vient de se mettre à jour, donc je suis obligé de refaire la vidéo. Cette portion-là de vidéo. Al-Gezemi, Al-Puente, 180 km, déjà c'est long, il y a du kilométrage, mais en plus, une journée encore compliquée avec le El Remedio, et puis cette arrivée à Al-Puente en bosse. Il faudra faire attention également du côté du vent. Le vent sera d'ouest avec un temps nuageux. Les chances de pluie sont, les possibilités de pluie sont de l'ordre de 30%, 10-11 degrés du côté de Valence, mais avec un vent d'ouest assez prononcé. Donc il faudra faire attention en début de journée. Et puis vous voyez donc le final, 1 km, le dernier kilomètre et demi vraiment difficile. On est dans une cuvette. Donc on arrivera vite. Et puis El Remedio avec un passage à 10,3% et une montée très longue de 8 km où on a le temps de faire des différences. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armec Productions. Ciao, ciao!